Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'échanger un petit peu autour de cette question de la clinique des expériences exceptionnelles qui a été abordée aujourd'hui. On est assez fiers et heureux d'avoir mené à bien un projet éditorial qui nous a pris une petite année. Ça a été assez rapide parce que tout le monde a bossé sur un chapitre collectivement. Et du coup, on peut vous parler un petit peu de ce projet et puis partir ensuite de vos questions très rapidement. J'ai envie de céder la parole à n'importe quel d'entre vous, peut-être Romain, dont c'est le premier ouvrage en tant qu'éditeur. Alors, merci Renaud. Donc oui, l'objectif effectivement de cet ouvrage collectif, c'est un peu de faire le point finalement sur les différentes expériences exceptionnelles qui sont possiblement vécues dans la population générale. Et puis surtout, je crois que c'est vraiment l'idée de partager en fait notre clinique, la façon dont on peut tâtonner en fait en accompagnement, les questionnements que l'on peut avoir en tant que clinicien et clinicienne, et puis aussi nos hypothèses de compréhension. Et donc chaque cas en fait est déplié avec effectivement les remontées graphiques et puis des éléments de compréhension, mais on a surtout vraiment insisté sur trois questions à chaque fois qui aident en fait à penser le cas qui est présenté et puis qui donne des axes de réflexion sur les situations qui sont présentées. Donc il y a plusieurs parties. Donc moi je me suis surtout occupé en fait des phénomènes externes, phénomènes de hantise, de poltergeist, et puis phénomènes d'apparition et de zoonécrophanie. Zoonécrophanie, juste pour traduire. Pour traduire du coup, zoonécrophanie, c'est les vécus de contact avec les animaux défunts. Je ne sais pas si on a quelqu'un qui veut parler de ce qu'il a fait dans le cadre de cet ouvrage. Ouais, on peut, quand même, dans n'importe quel ordre. Alors, merci d'être encore présent pour cette session. Du coup, je vais commencer à décrire. Là, on va vous parler peut-être des cas qu'on a tous un peu abordés dans ce ouvrage. Donc, Léane Georges. Voilà, je suis Léane Georges. Du coup, j'ai coécrit un chapitre sur la reconnaissance de vie intérieure sous une lance scopie. Donc, j'ai coécrit avec Alexandre Baptiste, qui n'est pas là parce qu'il est fréquent aussi, et avec Renaud Evrard, du coup. Et donc voilà, je ne spoil pas trop. Si vous avez des questions, déjà je pourrais y répondre, et puis sinon, on peut vous faire une brève présentation peut-être un petit peu après. Je laisse mes collègues se présenter. Eh bien, rebonjour à ceux qui sont encore présents. Donc, moi, je suis Nathan Rie, je suis un doctorant de Renaud, et j'ai évidemment aussi coécrit un article, sinon vous ne serez pas là. Et nous, on a travaillé donc avec Renaud Evrard et Claude Bergmans, que vous aurez l'occasion de croiser demain si vous faites la chasse aux dédicaces, sur les histoires de personnes fulgurées. Alors, les fulgurées, c'est un terme qu'on connaît très bien. C'est en fait l'équivalent des personnes foudroyées, qu'on connaît déjà beaucoup mieux, mais quand ils ne meurent pas. En fait, en français, on a vraiment deux terminologies. Foudroyé, c'est quand les gens meurent. Fulguré, c'est quand les gens survivent. Et j'ai eu l'occasion de récolter le cas d'Athéna, que vous pourrez trouver dans le livre, qui, à partir de sa fulguration, du coup, développe toute une interprétation par rapport à son vécu passé et actuel, qui est très intéressant et qu'on développe dans le chapitre. Alors pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jouer à Psychonautes, moi je suis Marine Mutis. Et dans cet ouvrage, j'ai rédigé un chapitre sur la lucidité terminale, ou autrement dit les regains d'énergie en fin de vie, et en particulier le cas de Milo, que du coup j'ai rencontré dans le cadre de ma thèse. Et Milo, lui, le cas est principalement centré sur du coup, la manière dont lui a vécu le décès de son grand-père et la manière dont ça a affecté le processus de deuil qui a suivi le décès de son grand-père suite à ce regain d'énergie, et comment est-ce que le fait que son grand-père se soit réveillé peu de temps avant de mourir a vraiment bouleversé la manière dont lui et sa famille se sont préparés au décès, et avec toutes les répercussions même des années après, et avec du coup toute une réflexion sur l'impact de ce phénomène-là
sur le processus de deuil dans les familles qui y sont confrontées. Moi, je suis Gaëtan Collignon, je suis psychologue clinicien. J'ai travaillé avec du coup Claude Bergmont, avec qui on travaille en cours qui va bientôt être publié sur les barrières de feu. Donc, on travaille sur un petit peu le processus de guérison. Et donc, on a travaillé à partir du cas clinique de Laure, qui est porteuse d'une sorte de malédiction, vaudou, etc. Et on travaille sur tout le chemin de la guérison, et la guérison un peu finale qui se fait à travers une pratique énergétique, en fait, liée à la médecine quantique. Voilà. Donc, Renaud Evra, je pense que tout le monde le savait. Mais juste pour expliquer aussi la genèse de cet ouvrage, donc moi j'ai consacré ma thèse de psychologie à la clinique des expériences exceptionnelles, mais vraiment dans un champ qui était à construire. D'ailleurs, ce terme d'expérience exceptionnelle n'était pas celui qui s'imposait forcément, mais celui que j'ai préféré sélectionner à ce moment-là. Et ma thèse a été publiée en 2014. Et plus récemment, je pense que du coup ça fait novembre 2024, je me suis dit que depuis, en 10 ans, j'avais publié et j'ai publié un certain nombre de nouveaux cas, des nouvelles personnes que j'avais rencontrées et accompagnées, et j'avais également élaboré plus d'idées où il y avait des choses qui avaient avancé depuis ma thèse, heureusement, on va dire. Et je me suis dit, tiens, si je compilais, un truc vraiment de paresseux, si je compilais les articles que j'ai déjà publiés sur les différents cas, est-ce que ça ne ferait pas un nouvel ouvrage à peu de frais? Et après, je me suis dit, mais là, il y a plein de doctorants, et c'est un écosystème assez merveilleux dans lequel je suis, qui travaillent aussi sur ces sujets, qui sont plus spécialistes que moi dans plein d'expériences ou de configurations de dispositifs que je maîtrise moins. Est-ce que si on faisait quelque chose ensemble, on n'arriverait pas à couvrir davantage ce champ? Et c'est vrai qu'il y a des livres qu'on utilise beaucoup dans la formation de psychologie clinique, qui sont des livres d'études de cas, des cas enfants, des cas adultes, etc. Et c'est très pédagogique, ça sert vraiment à se représenter concrètement ce que peut être le travail du clinicien. Et ça n'existe pas du tout dans ce champ de la clinique des expériences exceptionnelles. Mais quand je dis pas du tout, il n'y a rien même au niveau international, il n'y a rien d'équivalent de cet ouvrage. On aura vraiment de la peine à trouver ça. Et en espace de 3 jours, l'ensemble des co-auteurs avaient accepté. Donc, c'est vraiment qu'il y avait une envie, ou alors je suis un tortionnaire et je n'ose pas le dire. Je les tiens comme ça. Et puis, ils avaient des cas qu'ils avaient déjà élaborés dans leur thèse ou des cas qu'ils avaient déjà publiés. Donc, ça a été pour certains juste une réécriture du cas, une réécriture où on a utilisé ce format dont a parlé Romain, qui est un format présentation très brute du tableau, c'est-à-dire vraiment tout le matériel, le discours, tout en vrac, débrouillez-vous avec ça, comme ça nous arrive à nous dans le champ clinique. Ensuite, effectivement, quelques questions pour se dire, allez, stop, j'essaie de réfléchir, j'essaie de résoudre l'énigme moi-même. Et puis après, nous, on propose une analyse en appuyant également sur la littérature scientifique actuelle. C'est une analyse parmi d'autres, on ne pense pas que ce soit forcément la seule. Et donc, voilà, ce petit principe, un petit jeu, on pense que ça peut vraiment avoir un intérêt de former, travailler un petit peu l'oreille, en fait, pour qu'on soit plus nombreux encore à parvenir à écouter ces questions. Donc, il y a plein de chapitres que je co-signe forcément avec quelques-uns de ces chercheurs. Et avec Romain et Claude Bergmont, on a également travaillé sur la question des recommandations pour des futurs cliniciens autour de tout ça, mais ça a été pour nous un chapitre original où on a dû dire aussi, on se pose un petit peu et en fait, on fait quoi? C'est quoi notre pratique? Donc, c'était un travail de réflexivité assez important. Voilà. Du coup, on est ouvert si vous avez des questions. Oui, Antoine. Une question très ouverte, parce que je n'ai pas encore lu l'ouvrage. Est-ce qu'au final, il y a une forme de méthodologie générale d'approche de ces phénomènes qui se dégagent pas à la lecture des cliniques de chacun? Et la deuxième, mais qui va dépendre un peu de la première, c'est en quoi finalement une approche, si on a une, se distingue-t-elle par exemple d'une approche telle qu'on peut l'avoir côté ethnopsie, qui entendent aussi ce type de récit, mais du coup dans un champ qui est généralement autre que le nôtre, et qui donc ont déjà développé une approche particulière qui peut-être se distingue, ou pas d'ailleurs, de ce qui est proposé. C'est une question pour nous tous. J'avais commencé à prendre la parole, je n'apportais peut-être pas la réponse, mais des éléments. Ce qui a été intéressant, en tout cas moi,
dans le travail que j'ai fait, ça a été en fait pas tant la question du cadre et pas tant la question de réfléchir, même si c'est bien sûr un travail qui a été fait sur comment est-ce qu'on peut expliquer, sur l'hypothèse psychopathologique, etc., qui est quand même une partie, mais vraiment la question de la posture, et en fait c'est quelque chose qui va se retrouver tout au long des cas cliniques, et je ne suis pas sûr que ce soit tant une posture a priori, mais une posture qui est en train de se créer, parce qu'on va la retrouver au fur et à mesure comme quelque chose qui est en train de se co-construire, avec quelques éléments en fait, qui ont été amenés au début de la journée. La question du non-jugement, la question de la... etc. Dans le cas qu'on a travaillé de Laure, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a tout un chemin de guérison où elle va aller chercher. Elle va aller chercher notamment des pistes étiologiques, et du coup elle va passer par les métaux lourds, elle va passer par l'idée d'une maladie comme la maladie de Lyme, etc. Elle va tâtonner, etc. Et à chaque fois elle va chercher à l'extérieur des éléments de réponse. Et elle finit par trouver d'ailleurs quelque chose que quelqu'un lui amène, peut-être que c'est une malédiction dont tu es victime. Et du coup elle s'accroche à ça. Alors qu'une posture, et la posture qu'on va plutôt développer, c'est non pas venir comme quelqu'un d'extérieur apporter des éléments, mais partir de la personne et ce qui fait sens en fonction de son histoire, et son histoire pas forcément au sens analytique, mais au sens mythopoétique, on pourrait dire, du terme. Et donc ça, c'est quelque chose qui se développe et qui va se retrouver dans le transculturel ou l'ethnopsie. Il me semble quand même que la différence avec le transculturel, c'est s'attacher à l'histoire culturelle, à l'environnement, à toute la question des croyances, et pas tant comme entrer par le prisme de l'expérience. Il me semble qu'il y a quand même cette différence-là que nous on a de quand même s'intéresser d'abord à la phénoménologie, d'abord à ce qu'a vécu la personne et comment elle se l'explique par la suite, plutôt que de prendre déjà le prisme culturel et du contexte. Quelqu'un d'autre va intervenir ou tu veux faire comment? Moi, je rebondis sur ce que tu dis, Gaëtan. Effectivement, alors, pour la pratique que j'ai pu avoir, effectivement, c'est vraiment l'idée d'un accueil des phénomènes, des vécus. Et ça peut durer 3-4 premiers entretiens. C'est-à-dire que voilà, ça peut durer effectivement un moment. Ça permet aussi la mise en confiance de la personne qui est accueillie. Et puis surtout, la personne, elle se sent aussi prise en considération dans ce qu'elle vit, et surtout, il y a vraiment cette notion d'ouverture en fait, qui est importante. Et ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est de rappeler qu'on n'est pas dans l'ontologie du vécu, c'est-à-dire on n'est pas là en tant que psychologue clinicien et clinicienne pour dire effectivement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On est plutôt dans l'incarnation d'une troisième voie, où là on va plutôt en fait essayer de chercher effectivement quel est le sens en fait de ces vécus. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que c'est des vécus qui vont survenir à des moments précis de la vie de la personne. On peut relier parfois à des événements de vie par ailleurs. Et puis, moi, j'aime bien l'idée de rejoindre la personne dans son bain culturel. Là, pour le coup, ça fait assez écho à l'ethnopsie, où je peux avoir une expérience professionnelle par ailleurs. Et c'est vrai que voilà, on rejoint la personne dans son monde, peut-être aussi dans ses croyances. En tout cas, moi, ça m'aide aussi à comprendre comment est-ce qu'elle interprète ce qu'elle traverse. Et puis, ça peut aussi donner des indications sur l'accompagnement, quelles sont ses croyances sur elle-même, sur ses relations avec les autres, sur le monde en général. Et justement, l'expérience, si elle vient faire anomalie dans son modèle de la réalité, justement, qu'est-ce qui vient bouger en fait dans ses croyances? On peut faire 6 réponses à une seule question, ça va être très long, mais moi je dirais que ça tâtonne au niveau de la méthode générale. Ça a créé des réponses plus longues que les questions. Non, mais je sais.
Ça tâtonne, hein, parce que c'est quand même un champ assez neuf et il y a assez peu de contributions sur l'aspect clinique, hein, en tant que tel. D'ailleurs, ce qu'on a quand même essayé de faire, on a quand même plus un référentiel psychodynamique, psychanalytique, tous en commun, mais on a aussi ouvert à des gens qui ne sont pas de cette approche-là. Donc, il y a Léo Rubio-Dupont et Anna Berg qui vont plus avoir une approche TCC intégrative ou des choses comme ça, parce qu'on ne pense pas que ça appartient à une école thérapeutique en particulier. Et d'ailleurs, ce qui nous a le plus aidé, personnellement, c'est le modèle de l'attachement tel que l'a retravaillé Wolfgang Farr pour comprendre les expériences exceptionnelles qu'il a catégorisées dans une catégorisation qu'il développe depuis plus de 20 ans, mais qui a fait l'objet de travaux empiriques assez solides. Et le modèle de l'attachement, même moi, ça me sort de mon référentiel de base. Par contre, j'en vois l'utilité dans tous les cas, pour avoir une grille de lecture qui fonctionne assez bien. Ça, c'est un peu la piste que j'aimerais suivre. Et pour l'ethnopsie, c'est une question que j'ai depuis le départ, puisque, en fait, l'ethnopsie, elle pourrait faire le taf, en théorie, de la clinique des expériences exceptionnelles. Et je n'avais pas compris pourquoi ils ne l'ont pas fait, en fait. Pourquoi Toby Nathan et toute cette école n'avaient pas été jusqu'à aborder la médiumnité ordinaire, la voyance ordinaire, des choses comme ça. Et je me suis dit, mais en fait, il y a une tâche aveugle. L'ethnopsie reste dans une exo-ethnologie, plutôt qu'une endo-ethnologie. Là, quand on dit le bain culturel, c'est gentil, mais c'est notre culture, en fait. Ce sont des Occidentaux qui touchent aux marges de notre culture, au New Age, au spiritisme, mais ça, c'est un produit local. Il ne faut pas aller le chercher dans un autre continent. Et donc, il y avait cet aspect-là que l'ethnopsie a les bonnes bases épistémologiques, mais n'a pas travaillé sur cette réflexivité culturelle nécessaire, parce qu'on est pris nous-mêmes avec, c'est pas les croyances des autres, c'est nos croyances qui sont hyper problématiques à cet endroit-là. Et donc, la façon dont nous, on le réinjecte, alors je fais une petite mention de Geoffrey Sprier, qui est un de mes collègues psychologues qui vient de soutenir sa thèse à Paris et qui a travaillé pendant plus de 15 ans à faire des groupes d'accueil des personnes qui vivent des expériences exceptionnelles dans une approche ethnopsie, et il fait cette passerelle, et il l'a fait très bien. Mais là, on a le cas d'Athéna dont a parlé Nathan. Et dans ce cas de fulgurer, on va travailler notre mythologie, notre rapport à la foudre. Eh bien, on a parlé de Zeus tout à l'heure, c'était un peu par hasard, mais voilà. Pourquoi on l'appelle Athéna? Mais parce qu'elle a décidé de s'appeler Athéna. Pourquoi elle a décidé de s'appeler Athéna? Parce que son père sculptait des chouettes et des hiboux, et c'était un des seuls traits positifs qu'elle a de son père. Et donc, elle a toute une mythologie de reconstruction sur laquelle elle s'appuie, qui est de sa culture, mais qui est la nôtre. Et elle a aussi un mythe individuel qu'elle forge autour de « j'ai survécu à la foudre, c'est pas rien ». Et donc, j'ai une mission sur Terre, etc., etc. Donc, l'aspect culturel, il est immanent, en fait, à cette clinique. Donc, il a sa place, mais c'est une vision qu'on pourrait appeler plutôt métaculturelle de Devreux, où, en fait, la culture est absolument partout. Il n'y a pas des cas avec de la culture, il n'y a que des cas avec de la culture. Je te rejoins sur l'attachement, qui, à mon avis, va être un grand modèle qui va faire résurgence maintenant en psychologie. C'est bien que tu cites Geoffrey, parce que j'ai eu cette thèse, j'étais président du jury en fait. Donc j'ai découvert son travail à ce moment-là. Il va être publié, vraiment, faut vraiment le lire. C'est l'une des thèses les plus vivifiantes que j'ai lues ces dernières années dans ce domaine-là. Et justement, l'un des retours en fait qui est intéressant au jury, c'était que, donc effectivement, il y a ce modèle ethnopsie, on va dire modernisé, mais justement l'un des retours qu'il a eu était qu'à un moment donné, précisément, les phénomènes, donc l'anomalies dont il était question, finissaient par être gommés. C'est-à-dire que la méthodologie finissait par supplanter l'objet en fait, de recherche d'une façon, encore une fois, cliniquement, c'est vraiment passionnant et il a fait un travail magistral. Mais à un moment donné où finalement la méthodologie, paradoxalement, faisait perdre un peu de naïveté par rapport à la clinique. Et ce que je trouve intéressant dans votre sommaire, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, pardon, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est normal, il est sorti le 4 février, là, ça va. T'as une excuse. Mais j'ai l'impression, en lisant juste le sommaire, que votre attachement avait été justement de rester dans la clinique, et d'où ma question, c'est-à-dire, est-ce que vous avez réussi à maintenir les deux niveaux, à la fois de respecter, pardon de dire comme ça, les tableaux cliniques, c'est-à-dire la phénoménologie dont il a été question, de rendre compte de quelque chose, et en même temps, pardon de le dire aussi comme ça, de servir votre champ
c'est-à-dire d'arriver à développer une stratégie d'approche qui permet justement entre guillemets, de faire discipline et de pouvoir définir une anomalie comme étant une anomalie et de l'approcher d'une manière qui, évidemment, s'inscrit dans une histoire psychothérapeutique, donc il y a forcément des influences, mais qui justifie effectivement qu'il puisse y avoir des méthodologies à la fois différentes d'approche et de recherche. Là, vous êtes tombé une idée. Oh, mais ça va, il y a Léane qui n'a pas beaucoup parlé. Je suis envie de dire, on espère. On espère avoir réussi, parce que Si vous étiez une bonne vendeuse, vous auriez dit réponse dans l'ouvrage. je me suis dit, on espère viser l'ouvrage. Lui, du coup, pour nous, peut-être avoir c'est un peu compliqué, sincèrement, de savoir ce qui a été fait exactement par tous les psychologues. Du coup, il est très, très récent. Il vient vraiment de sortir. Donc, sincèrement, moi, je sais que je n'ai pas encore une vision globale sur tout l'ouvrage, mais c'est vraiment une consigne qu'on s'était donnée de respecter cette articulation théorico-clinique et vraiment de lier le plus possible avec les cas, que ce soit des cas rencontrés dans la partie clinique ou même dans la recherche. Moi, le cas que j'ai pu corriger, c'était une participante, donc mon collègue doctorant, qui en fait, il l'avait rencontré dans le cadre d'une recherche et ce n'était pas du tout une patiente liée du coup à un entretien clinique ou autre. Et par l'induction d'un phénomène, on a pu, comme ce qui est possible à travers des thérapies, donc comme ce que Romain, Gaëtan et nous on peut dire, vraiment faire le lien avec son histoire de vie et garder cet aspect clinique même en même temps dans l'aspect expérimental. Donc voilà, si ça a été fait dans tous les chapitres, on a réussi notre challenge, j'ai envie de dire. Voilà. Quelqu'un veut ajouter? Juste sur la définition des anomalies, en fait, ce n'est pas le projet de cet ouvrage, c'est plutôt, d'ailleurs, la notion d'expérience exceptionnelle vient de Rhea White, qui est une golfeuse américaine devenue parapsychologue après une expérience de mort imminente suite à un accident de voiture, et qui a choisi de faire de ce terme, de ce concept, quelque chose de relativiste, en disant c'est la personne qui vit l'expérience qui dit qu'elle est exceptionnelle ou pas. Et du coup, on a moins ce problème de la définir, puisque la personne dit je suis débordé par quelque chose que je n'intègre pas. Et notre façon d'être, c'est de l'accompagner jusqu'à que ce soit une intégration plutôt apaisante pour elle. Peu importe le modèle qui va finir par l'aider. Et nous, tout ce qu'on va apprendre sur le plan théorique, c'est ce qu'apporte Wolfgang Farr. C'est un modèle de classification des catégories de base et qui reste très phénoménologique. En gros, il y a deux catégories. C'est les phénomènes que les gens disent vivent à l'intérieur de leur corps par rapport à la façon dont la réalité de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs sensations doit fonctionner, et les expériences qui surgissent dans l'environnement. C'est Imwelt, Umwelt, c'est la partition allemande classique. Voilà, c'est tout. Il y a deux catégories, et c'est juste la phénoménologie de la façon dont ils disent d'où ça vient de la source, d'après eux. Voilà. Après, il va rajouter deux catégories, on a des phénomènes qui, d'ordinaire, connectent le monde interne et le monde externe. C'est par exemple, je décide de lever le bras, mon bras se lève, c'est normal. Si mon bras se lève alors que j'ai rien décidé, c'est de la dissociation. Voilà, donc il y a des phénomènes de dissociation. Et puis l'autre catégorie, qui était une autre jonction, une autre passerelle, c'est les phénomènes de coïncidence. Quand quelque chose qui vient du monde extérieur va affecter mon monde intérieur, ou inversement, il y a des coïncidences tout à fait ordinaires, et il y en a d'autres qui paraissent complètement extraordinaires et signifiantes. Donc on est très bas niveau en termes de rangement, mais ça permet en fait de sortir des prédicats anthropologiques et culturels qui parlent d'expériences de Kundalini ou des choses comme ça. En fait, on est perdu dans le flot d'interprétation, la difficulté de conception. Donc on reste dans la phénoménologie sans définir précisément qu'est-ce qui va être une anomalie. Il y avait deux mains, il y avait Rodrigo et puis une autre. Moi, franchement, je trouve le projet génial. On t'a invité à participer, hein, Rodrigo, on t'a dit non. T'as d'autres choses à faire, ok, hein, pas de problème. En même temps, je me posais un petit peu la même question sous un autre angle, parce que tu réponds très bien au fait que, en fait, vous vous basez sur la culture et la psyché de la personne. Mais ma question est la suivante. Si moi j'arrive, par exemple, et que je me pose la question sur ce qui s'est passé et que je n'en suis pas sûr, vous en êtes où? Tu vois que, par exemple, si moi j'arrive, je dis, bon, j'ai eu une expérience en dehors du corps, j'ai eu ça, et je dis, non, ce n'est pas une dissociation.
Tu comprends ce que je veux dire, c'est que la personne n'est pas sûre de ce qu'elle a vécu. Parce que ce que j'ai compris là, c'est qu'il y a une ouverture déontologique pour se rapprocher du psychisme de la personne, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle accepte ou pas. Mais si la personne n'en est pas sûre, comment on fait? En fait, c'est absolument pas gênant et ça rejoint aussi à ce qu'Antoine a pu dire ce matin. Les gens sont dans une dynamique. C'est ce que je décris du coup dans l'introduction. C'est un modèle que j'appelle la rupture paradigmatique. Ce qui fait expérience exceptionnelle, c'est un vécu, donc qui a un côté très réel. Peu importe l'interprétation qu'on veut émettre derrière, parce que quand tu parles de dissociation, tu es dans l'interprétation. Sortir du corps, c'est une interprétation. Par contre, tu as une perception différente à un moment donné, tu peux aussi mettre hallucination comme mot derrière, ça c'est sûr, c'est juste que c'est un truc qui ne rentre pas dans ta boîte. Donc c'est cette dynamique-là, et Antoine avait parlé du fait que les gens sont dans une oscillation entre l'expansion paradigmatique et une réduction, alors c'est pas tes mots, c'est mes mots, mais je ne sais plus quels étaient les tiens, mais en gros, on est dans cette oscillation très longtemps, on est même vulnérable du fait de ne pas savoir dans quelle catégorie du réel on doit placer ces objets. Est-ce que j'ai vraiment dérapé ou alors est-ce que je peux garder le paradigme que j'avais avant? Et on travaille avec eux parce qu'on n'a pas, nous, besoin d'authentifier, de valider que c'était vraiment une anomalie. Rien que la formulation expérience exceptionnelle ou anomalie, on n'entend pas la même chose. Moi, j'aime bien expérience exceptionnelle. Alors après, on l'a choisi aussi un peu par défaut, parce qu'en anglais, on va utiliser aussi anomalous experiences, et on considère, nous, que c'est un très bon synonyme. Simplement, en français, anomal, qui existe dans le dictionnaire, est très souvent confondu avec anormal, alors que ce n'est pas du tout les mêmes racines étymologiques, et ce n'est pas du tout les mêmes sens. Voilà. Question en ligne. Question en ligne, go. Oui. Je pense que c'était faut quand micro, par contre. Oui, pardon. C'était quand tu parlais du modèle de phare et que tu as donné l'exemple de ton phare qui se lève tout seul. Une dame qui nous demande comment est-ce qu'on place justement les mouvements spontanés, je suppose, dans le modèle de phare. Des mouvements spontanés, il faudrait peut-être préciser lesquels. Alors, c'est en attente. En train d'écrire, donc on va avoir la précision dans quelques secondes. Bonjour Cécile. La sortie hors du corps est forcément liée à une dissociation. Ne serait-il pas possible que l'un puisse également exister sans l'autre et que la dissociation puisse être un risque à prévenir dans le cas de sortir du corps? Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a une catégorie que Farr a appelée les phénomènes dissociatifs. Mais ça, en soi, ce n'est pas la théorie de la dissociation classique, qui peut être pathologisante ou non pathologisante selon les écoles. Donc là, on va juste mettre les sortir du corps, les expériences de mort imminente, les mouvements d'automatisme moteur dans les phénomènes dissociatifs. Parce qu'à chaque fois, la mécanique, c'est des choses qui sont habituellement intégrées structurellement entre le rapport entre mon esprit, l'interne, et mon corps, l'externe, se montre déréglé. Il y a une dérégulation de ça. Voilà, peu importe la façon dont ça se passe, je ne vis pas mon rapport interne-externe comme d'habitude. C'est vraiment Pardon, j'arrive. Il y a eu un Arsène, là, vous allez la technique est chelou. Voilà, c'était une très bonne démonstration de dissociation vocale. Ou tu ne sais pas? Ouais, non, mais je la fatigue. Elle est complète. Pour les mouvements spontanés, les mouvements du corps sont libres et non volontaires. Les accepter dans leurs expressions sans contrôle, il y a des mots qui ratent là. Cela n'empêche pas de rester connecté au corps et de pouvoir reprendre le contrôle à tout moment. Oui, il y a des degrés dans les dissociations, dans les automatismes. Et d'ailleurs, effectivement, quand on va expérimenter des trans, ça a été très bien décrit dans les ouvrages dirigés par Antoine, on n'est pas complètement dans l'inconscience, on n'est pas complètement sans souvenir ou sans contrôle, sans inventivité sur le mouvement. Il y a vraiment tous les degrés possibles, du plus étranger à moi-même au plus proche de ce que je peux maîtriser. Et donc, les gens qui sont familiers et commencent à ne pas avoir peur, donc tu disais bien, Rodrigo, on n'est pas préparé à sortir de son corps, sauf que peut-être à des époques, on y était préparé. On nous entraînait, on nous expliquait que la dissociation,
c'est normal et qu'on peut s'amuser avec, on peut s'en servir. Et du coup, là, effectivement, pour nous, c'est une surprise, mais une surprise civilisationnelle. Hein, c'est aussi lié à tout ça. Mais il y a des gens qui apprennent à maîtriser la dissociation, notamment pour faire des sports extrêmes ou faire des choses comme ça, quoi. Je réponds à tout. Il ne faut vraiment pas me laisser répondre à tout. Je le fais très bien. Non, non, mais je... Diriger l'ouvrage, tu Ouais, non, mais non. La différence entre anormalité et anomalie, tu veux bien, moi je ne sais pas, tu veux bien que tu expliques plus. Personne ne va me sauver. Ah, sur celle-là, Anormal réfère à la norme et donc à la loi, le nomos. Anomal réfère aux anomalies et en fait aux choses inhabituelles, irrégulières. Mais on est en rapport avec la règle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une loi, ça s'étend à la totalité d'un système. La loi est la même pour tous, si vous voulez. Une règle, c'est quelque chose de local, c'est quelque chose qui se définit. Donc, c'est vraiment deux perspectives qui font, je peux avoir des règles de comment fonctionne le monde. Par exemple, je peux considérer que la gravité est une loi, et donc ce stylo tombe. Et je peux considérer que la gravité, moi, ma règle, c'est que la gravité marche de temps en temps. Voilà, mais des fois, elle ne marche pas. Et donc, selon les règles qu'on définit pour nous-mêmes de ce que devrait être la réalité, on a des phénomènes qui font effraction ou pas, par rapport, qui transgressent ces règles ou pas. Donc, c'est vraiment un rapport plus relativiste, l'anomalie. Par exemple, l'anormal est donc du côté d'un discours en troisième personne de la psychiatrie. On va dire une personne est normale, une personne est pathologique, ce phénomène, etc. Nous, on va finalement ne plus avoir simplement à poser des diagnostics structurels ou psychopathologiques là-dessus, parce que si on le faisait, en fait c'était le projet de ma thèse au départ, eh bien on est dans une tautologie. Tous ces phénomènes d'expérience exceptionnelle, on pourrait dire que c'est ce cas de clinique des psychoses, il n'y aurait aucun problème, ce sera la même chose. Une autre question que vous voulez la personne sur les dissociations. Tu peux le faire. Non. De pouvoir... Alors, je lis la question. Pas de dissociation associée ni dans les sorties de corps, ni dans les mouvements spontanés. Les dissociations interviennent sur d'autres fonctionnements et stimuli de ce que j'ai pu observer et ressentir dans mon propre fonctionnement. D'accord, ok. Moi, je vois pas trop comment commenter. Observer ce qu'elle ressentait, c'est qu'elle était dissociée. La définition de la dissociation. C'est aussi ça. C'est vrai que c'est un concept problématique, hein, mais C'est pas forcément si violent que ça, la dissociation. Non, c'est déjà, comme on disait, il y a tous les gradients. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'en France, le terme a pris la connotation, a basculé du côté pathologique pour aussi des problèmes de traduction. La théorie dissociative initiale de la désagrégation psychologique de Janet n'était pas pathologique en soi. Elle décrivait les phénomènes de transe, de personnalité multiple, etc. Mais ensuite, quand est venue la Spaltung bleuerienne, qui pourrait autrement se traduire par discordance, on a préféré utiliser le terme de dissociation et du coup, on a psychotisé un phénomène d'un processus psychique très descriptif et tout à fait commun. Et le fait était que dissociation et schizophrénie sont restés main dans la main pendant tout le XXe siècle. Des organisations. Dans des organisations schizophréniques ? Ouais. On a réévalué le vocabulaire. Mais il se trouve que ça, c'est un truc assez européen et surtout français, parce qu'aux États-Unis, avec Morton Prince, Walter Franklin Prince, etc., il y a eu des travaux sur la dissociation non pathologique, très tôt. Ils ont toujours gardé ces deux aspects de ne pas assimiler, de ne pas avoir de réductionnisme. Parce que je pense qu'en fait, ça dépend beaucoup de la définition que la personne va utiliser du mot dissociation. Il y a tellement un large spectre. Par exemple, quand on dit si on s'est regardé et qu'on s'est vu, ça veut dire qu'on est dissocié, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses autour de ça qui sont souvent très pathologisantes et qui ne font pas nécessairement état de ce qui est vécu, par exemple, dans les expériences hors du corps. Oui. J'avais fait une formation en hypnose et
Sinon, quand je travaillais en psychiatrie, quand je revenais et que je parlais de dissociation dans le service de psychiatrie, ça passait pas du tout. Mais pas du tout. Donc, C'est resté un gros mot, en fait. Antoine, toi, tu utiliserais un autre vocabulaire que dissociation maintenant? Non. Je lis tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la réhabilitation, ce que je disais aussi ce matin, la réhabilitation du terme de dissociation comme étant avant tout un processus normal, beaucoup d'adaptation. Et il se trouve qu'il peut aller, comme n'importe quelle dimension psychologique, jusqu'à quelque chose qui devient de la pathologie. Mais même là, il est intéressant, puisqu'on peut aussi voir la dissociation pathologique comme mon trauma, comme étant une sorte de bégaiement psychique pour essayer de retrouver un mécanisme qui, lui, est normal. Donc, moi, je milite, comme tu le fais, pour en fait ne pas avoir peur du terme, mais lui redonner toute son amplitude historique, en fait, parce qu'il est extrêmement riche pour pouvoir ensuite rentrer dans beaucoup de situations cliniques. Et donc, effectivement, dans l'ouvrage, on a suivi, alors c'était mon idée, la classification de phares, et on a des cas de phénomènes internes, des cas de phénomènes de dissociation, des cas d'externes et des cas de coïncidence. Et puis, on avait une hors catégorie, parce qu'il y a des... Et Farr l'a prévu, hein, il dit que son modèle est catégoriel, parce qu'il faut qu'on ait une représentation du monde interne et du monde externe. Sauf qu'il y a des moments et des expériences qui vont complètement mélanger ça. On perd la notion d'identité, on perd la notion de l'espace, du temps. Et donc, ces expériences non catégorielles ou acatégorielles, c'est deux choses différentes, ça peut se rapprocher, par exemple, de certaines expériences mystiques. Et on a glissé là-dedans, notamment des expériences liées à de la prise de psychédéliques. On a glissé également une question de malédiction qui a été traitée par Paloma Burek. On a aussi travaillé sur l'éco-spiritualité, donc des expériences où on va avoir une fusion avec la nature, avec l'environnement. Et là, effectivement, les repères habituels de ce qui me constitue en termes d'identité sont complètement faussés, floués. Donc, on a fait un panel, et d'ailleurs, on le dit, hein, c'est pas limitatif. On savait que, par exemple, il nous manque un chapitre sur les expériences d'abduction. On a la doctorante qui fait ça très bien, mais elle était malade et on a décidé de confier à personne d'autre ce travail, mais en espérant que il y ait une deuxième édition augmentée un jour quand elle aura l'occasion de reprendre la plume. En fait, je ne l'ai pas lu, le Yas non plus encore, mais... Vous pouvez vous rattraper. Hein, Il y a de la culture, oui, voilà, faire pendant que vous parliez qui en diagonale. Et là, en fait, tu disais, Renaud, que c'était votre culture, mais en même temps, je vois que dans le cas dont parlait Gaëtan, c'est ça, il est question de la culture vaudou. Alors, en fait, c'est assez étonnant parce que Laure n'est pas issu de la culture vaudou, mais un ancien compagnon, je suis en train de vous spoiler là, mais qui est issu de cette culture-là, et donc il y a comme ça une sorte de métissage culturel au contact d'eux. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant avec la notion de culture, c'est qu'en fait elle est à la fois évolutive et très subjective, personnelle. Donc, la culture vaudou de Laure est en fait une culture qui a été acquise sur le tard, en fait, par contact avec l'homme avec qui elle a été. Et du coup, ça pose question, ça veut dire que les gens qui sont venus vous raconter des expériences exceptionnelles n'étaient jamais des gens métis, issus d'un drôme ou de... Il n'y a eu que des Français. Ouais. C'est un critère pour nous, en fait. Hein. Non. Donc, enfin, voilà, parce que tu parlais de psychiatrie et finalement, pour le coup, je pense à un deuxième tome avec une France multiculturelle. Non, vraiment, bien sûr. Athéna est d'origine grecque, mais ça ne fait pas grand-chose. Grec. Ce qui rajoute encore à la mythologie d'ailleurs. Mariou est corse. Je ne vais pas me fâcher avec quelqu'un. Mais... Dans le fond, est-ce que vous n'êtes pas en train d'inventer une tradition? C'est seulement un système explicatif comme ça qui aurait sa validité dans l'espace euro-occidental.
on est forcément aussi le produit de notre culture dans ce rapport-là, quoi. Même si on est en train d'essayer de dire, faisons un pas de côté par rapport au discours psychiatrique dominant, par rapport au discours parapsychologique, au spirituel, en disant, voilà, on est beaucoup plus neutre idéologiquement, mais même la volonté d'être neutre idéologiquement n'est pas neutre. Je dis ça forcément, parce que moi je viens des Antilles, et aux Antilles, des expériences exceptionnelles ne seraient pas considérées, certaines expériences exceptionnelles ne seraient pas considérées. Ce serait 6 fois au petit déjeuner, quoi. Pas par tout le monde. Et c'est un peu la même chose pour les psychiatrie ou transculturelle, c'est-à-dire que on ne pourrait pas aller faire de l'hypnopsychiatrie comme on en fait en France. Dans certains autres pays, ça n'aurait juste pas de sens. Et c'est aussi pour ça que en hypnopsychiatrie, on travaille très peu avec des gens issus de notre propre culture, parce qu'il n'y a pas justement ce travail d'étrangeté avec la culture dans laquelle on vit. Ceci dit, il y a quand même des personnes, je pense à Marion Richard par exemple, qui ont la particularité d'avoir ce prisme-là en travaillant avec des personnes expatriées, par exemple. Et en l'occurrence, elle travaille avec des personnes issues de notre culture occidentale, mais qui vivent à l'étranger, et du coup avec un phénomène inverse. Donc il y a quand même des sortes d'élaboration en fait, de ce modèle de nouvelle transculturelle. Moi, ce que je dirais, c'est que l'ethnopsychiatrie travaille avec du métissage, puisque en fait, c'est des gens qui sont en France, parce qu'ils ne vont pas tellement se déplacer en général, enfin en tout cas pour le centre Georges Levereux, et qui confrontent les deux points de vue, où voilà, ils sont dans ce pluralisme. Et nous, on a à peu près la même chose. Moi, je vais utiliser ce que dit Descola. On est dans des hybridations ontologiques. Hein, on a des naturalistes animistes dans un milieu où, en fait, c'est un peu compliqué de porter plusieurs ontologies simultanément. Et c'est bon, enfin, voilà, c'est un peu ce côté-là où on est obligé de surfer sur des modèles qui sont eux-mêmes mélangés. Je veux dire, le fait d'aller vers le vaudou est absolument pas surprenant. Je veux dire, le nombre de pratiques qui sont maintenant globalisées, enfin, chamanisme, spiritisme, tout ça, on est dans des syncrétismes. Et c'est très encouragé, c'est très lu, ça se diffuse très largement. Je ne pense plus qu'il existe de culture occidentale pure. Oui, pardon ? Spiritisme français, quand même. Non, alors, de spiritisme kardécien et français, le spiritualisme qui en est à l'origine, il est américain, mais avant le spiritualisme américain, il y a le phénomène qui se passe en Écosse, puis celui qui est de Swedenborg qu'on a cité en Suède. La nécromancie, vous en avez depuis toujours dans l'Antiquité. Donc en fait, quel spiritisme est vraiment français ? Bah oui, bah voilà, kardécien. Et encore. Parce que si vous allez voir un médium kardécien français et un médium kardécien brésilien, c'est pas le même tarif. Bah c'est comme ça qu'on les différencie. Parce que le brésilien, il respecte la morale. On ne peut pas vendre la pratique du spiritisme. Donc normalement, on doit faire de la charité. Par contre, les Français disent, bon, ça va quand même. Je fais ça gratuitement quand même. Il est 18h ? Oui. Moi, je continue. Voilà. Il y a encore des questions. Bon, bah, merci en tout cas pour cette émission.